Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la famille, bonsoir, meilleurs vœux. Que Dieu vous protège encore en cette nouvelle année 2024. Voilà, DMG, je viens encore avec une nouvelle histoire, donc je vais la partager avec vous. Bon, moi, comme je viens, je raconte toujours des histoires que j'ai vécues. Donc là, c'est une histoire que j'ai vécue aussi lorsque j'étais enfant. Bon, là, je ne me rappelle plus trop de l'année, mais j'étais enfant. On devait avoir, mes soeurs et moi, on devait avoir entre 10 ans, 11 ans, par là. Donc, nous étions allés avec la famille. Donc, notre maman, on est allé passer les fêtes chez notre oncle. Ça se passe dans le quartier qu'on appelle PK9. Donc, je suis à Libreville, au Gabon. Donc, au quartier PK9, notre oncle avait beaucoup d'enfants et une fille qui avait notre âge, qui était plus petite que nous de 1 an, de mes soeurs et moi, parce que je suis jumelle. Donc, ma soeur et moi, on avait peut-être 11 ans, elle avait 10 ans. Donc, on nous a mis dans la même chambre, comme on était les filles, avec nos petites soeurs, on a tous partagé la même chambre avec notre cousine. Les parents sont aussi allés se coucher, nous sommes aussi allés nous coucher. Et lorsque nous sommes allés nous coucher, bon, on a éteint la lumière et on a dormi. Donc, pendant qu'on dormait, notre cousine s'est réveillée affolée. Oh, il y a quelqu'un dans la chambre, il y a quelqu'un dans la chambre, il y a quelqu'un dans la chambre. Il y a quelqu'un, il est là à côté de la porte, il est là. On regarde, on ne voit pas trop la personne. Bon, on est un peu surpris. Ah, on ne voit pas. Bon, comme il y a le noir, dormons, il y a personne, c'est le noir qui t'effraie. Elle dort, après se réveille. Il y a quelqu'un dans la chambre, il y a quelqu'un. Elle insiste, elle pleure, elle crie. C'est là mon grand frère. Donc, son grand frère qui est notre cousin, il rentre dans la chambre. Il y a quel problème? Après, il a allumé la lumière. Je dis, oh, il y a quelqu'un, où c'est? Elle dit, il y avait quelqu'un là, à côté de la porte. Il y avait quelqu'un. Mais quand le grand frère a allumé la lumière, il n'y a plus personne. Oh, ok. Nous, on avait maintenant peur. Après, il nous a un peu consolés. Nous sommes allés nous coucher. Il a été encore la lumière. On avait maintenant peur de dormir. Mais nous avons quand même réussi à dormir. Après ça, notre oncle là, la société là où il travaillait a fermé. Donc, il a décidé d'aller vivre au village avec toute sa famille. Et notre cousine aussi était partie avec son père. Nous, on était restés à Libreville avec nos parents. Donc, quand elle part au village, après, ça après plusieurs années, hein, quand elle part au village, quand on se retrouve après plusieurs années, elle nous explique certaines choses. Pendant ce temps, nous, ma soeur et moi, ma soeur jumelle et moi, quand on était restés à Libreville, depuis là, en fait, tout a basculé depuis cette nuit. Donc, quand nous sommes restés, on a souffert dans notre enfance, en fait. Je dis on a souffert pourquoi? Parce que je vais expliquer. On a souffert parce que pendant ce temps, on faisait maintenant des cauchemars. Ça nous était jamais arrivé. On faisait maintenant des cauchemars. Des cauchemars là où on dort, on nous poursuit dans les rêves. Et quand on tombe, en réalité, quand tu tombes du lit, parce que tu fuis, tu cherches à fuir quelque chose que tu vois dans ton rêve, dans ton cauchemar, tu tombes pour de vrai du lit. Tu tombes, tu te retrouves au sol.
C'est comme ça, on rêvait ça tout le temps, tout le temps. On ne disait jamais à notre maman ce qu'on voyait. Quand elle venait nous demander à quoi, on dit, ah, c'est un rêve, ok, dormez. C'était comme ça, on rêvait ça tout le temps. Et ma soeur et moi, on est jumelles, mais un jour, j'ai fait un cauchemar là où j'ai rêvé qu'on était dans une maison et on nous a enfermés dans la maison. Donc la maison a pris feu. Et ma soeur et moi, on a réussi à sortir de la maison. Notre petite soeur est restée dans la maison. Quand moi je me suis réveillée, vraiment affolée, ma soeur également s'est réveillée. J'ai dit, ah, j'ai fait un cauchemar. Elle me demande de l'expliquer. Quand je l'explique, elle me dit, mais c'est un cauchemar que je viens de faire. Elle m'explique encore. Je dis, oh, donc on a fait le même cauchemar. Donc quand on dort, le cauchemar continue. Là où, comme la maison, en fait, on est sorti de la maison. Et notre petite soeur est restée à l'intérieur. Nous, on n'avait pas accepté. On est rentré encore dans la maison pour aller chercher notre petite soeur. Et on est resté coincé. C'est là où on se réveille maintenant. Et là, elle me raconte aussi la suite de son cauchemar. Moi aussi, je raconte encore la suite. Donc, c'était comme ça qu'on vivait. Et tu pouvais être là dans la maison. Tu entends la voix, comment on t'appelle avec la voix de ta mère. Mais ta mère n'est pas là, elle est au travail. Tu entends comment on t'appelle. Tu entends les voix lointaines qui te parlent, mais tu ne vois pas la personne. C'était en fait ça, ce qu'on vivait. Et c'était devenu vraiment... Les cauchemars, je ne sais pas si ça s'est répertorié maintenant dans la journée. Parce que dans la journée, quand tu fermes seulement l'œil, tu fermes seulement l'œil, le sommeil de la journée qui est doux là, tu fermes seulement l'œil. On est en train de t'étrangler. On t'étrangle pendant que tu dors. Le petit sommeil de la journée là, qui n'est même pas lourd là, léger là, on t'étrangle là. Et quand on t'étrangle, en même temps, tu t'étouffes de vrai, tu t'étouffes, tu fais les gestes, tu ne te réveilles pas, tu fais les gestes. Même ma soeur à côté me réveille, je n'arrive pas à me réveiller. Je suis là, mais quand je me réveille, j'ai les marques des doigts sur le cou. C'était la même chose avec ma soeur. C'est que moi je vivais, c'est ce qu'elle vivait. Je rêve qu'on m'appelle. Même pas je rêve, je suis éveillée comme ça, elle m'appelle. Mais elle n'est pas là. J'entends la voix. C'est ce qu'on vivait tout le temps, ce qu'on vivait, tout le temps ce qu'on vivait. Et notre vie était devenue compliquée parce que même quand on nous envoie dormir, on a peur d'aller dormir. Et on n'avait pas expliqué ça à notre mère. Quand on a même peur de dormir la journée, quand les parents nous envoient, allez-y un peu dormir, vous êtes revenus de l'école, vous allez manger, allez dormir. Quand on part dormir la journée, on a peur. On est là obligé de raconter toute la journée, laisser le temps passer. Mais quand la nuit arrive, même si tu ne veux pas dormir, tu vas dormir parce que le sommeil, tu ne commandes pas le sommeil. C'est ce qu'on vivait tout le temps. Une fois, j'ai rêvé que je me suis retrouvée dans le village de mon père, là où j'étais arrivée quand j'étais bébé. Donc, je me suis retrouvée dans le village de mon père, derrière la maison familiale. Et un serpent, en fait, a commencé à me poursuivre et je suis rentrée dans la forêt que je ne connais même pas parce que je n'ai pas grandi là-bas. J'ai commencé à courir. Je suis tombée. En même temps, je suis aussi tombée du lit. Ma mère vient demander c'est comment. Je dis, ah, il n'y a rien, je n'explique pas. Un village que tu es parti quand tu étais bébé. Maintenant, tu te retrouves là-bas. Tout le temps, c'était les rêves, les mêmes cauchemars. Un jour, on s'est encore retrouvés dans le rêve, dans le village de mon père aussi. Et on avait vu des fruits, des mangues sur un manguier. Et puis bon, c'était un mur. Et donc, on voulait cueillir. Moi, j'ai dit, je vais grimper sur l'arbre. J'ai grimpé sur l'arbre. Voilà un monsieur qui sort là-bas. Ça, c'est mon manguier. Tu sors d'où? Tu es l'enfant de qui? Il prend le caillou, me lance. Je tombe de l'arbre. Je perds connaissance là. Je perds connaissance là. Dans le... En fait, je perds connaissance depuis la chute, quoi. Je perds connaissance quand je tombe, quand j'arrive au sol. Et en même temps, c'est là où je me réveille. En fait, quand je tombe, je perds connaissance, je me réveille en même temps, mais je suis toujours au sol. Et là, je m'étais blessée aussi à la cheville. Donc, c'était compliqué. Notre vie était compliquée. Et on vivait des combats. Même quand tu es à l'école, tu entends comment on t'appelle en classe. Ta soeur n'est pas là, mais tu entends comment on t'appelle. Un jour, je traversais la route, j'entends comme une personne m'appelle avec la voix de ma mère. Bon, je vais prendre un prénom, je vais pas donner mon prénom. Par exemple, on est là. On est là. Je m'arrête en pleine route. En pleine route. En pleine route, sur la chaussée même. Je m'arrête, je regarde à gauche, je regarde à droite. Mais pendant ce temps, les voitures me klaxonnent. Parce qu'on avait failli me renverser. Un monsieur sort là-bas. Mais c'est comment? C'est quoi? Il y a quoi? Je suis étourdie. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je passe, ça là, je vais quand même raconter à ma mère. Ma mère a dit non, on va prier. Et les voix comme ça, c'est les esprits. Quand on t'appelle, ne répond pas. Je dis bon, je n'ai pas répondu, mais je me suis arrêtée en route en fait. Et on m'appelle au moment où je traverse la route. C'était, ma mère dit l'intention de l'esprit là, c'était quoi? Qu'on te renverse, qu'on te fasse du mal.
C'est qui m'avait expliqué que non, c'est pas bon. C'est là où on avait commencé à partir à l'église. Un peu, avec une amie qui venait nous chercher là à la maison. Oh, allons-y à l'église. Je mets allons-y à l'église. On partait maintenant à l'église, on partait à l'église. Mais on vivait toujours des combats. On n'expliquait pas ça aux gens. Tout ce que je parle là, les choses que je ne raconte pas parce que ça va être un peu long. Et quelques années plus tard, quand on se retrouvait avec notre cousine, ici à Libreville, parce qu'elle restait en province, donc elle est venue, après le bac, elle est venue à Libreville, à la capitale, elle nous a retrouvés ici. Donc on a recommencé à se fréquenter, en marchant ensemble et tout ça. C'est là où on parlait, en fait on a commencé la conversation comme ça, bêtement. Que non, tu sais, depuis le jour là que tu avais créé la chambre là, nous, on vit maintenant bizarre, on a maintenant des cauchemars, des trucs bizarres et tout ça là. Donc, elle aussi elle parle haut, mais moi, c'est que moi j'ai vécu au village, non. C'est vraiment terrible. On lui explique, nous. Elle explique maintenant qu'elle, depuis cette nuit-là qu'elle avait vu quelqu'un dans sa chambre, elle voyait maintenant la personne là tous les jours. Sa tête était maintenant ouverte. Elle voyait les esprits. Elle voyait les gens bizarres. Elle voyait la personne là tous les jours. La personne, même quand elle dort, la personne là dort à côté d'elle. Quand elle se réveille, elle marche, la personne là marche derrière elle. Elle voyait ça. Elle voyait, mais sa mère ne savait pas. Quand elle dort, elle rêve aussi qu'on l'étrangle, on est en train de l'étrangler pour de vrai. Quand elle se réveille, elle a les marques au cou. Elle vivait ça, non, comme ça. Elle dit que c'était compliqué. On l'appelait aussi. On l'appelait, je prends un exemple d'un prénom, par exemple, Marina. Marina, quand elle est à l'école, elle regarde, il n'y a personne. Quand elle va à la rivière, elle avait même peur. Elle regarde, il n'y a personne. On l'appelait toujours comme ça. Donc là, vraiment, nous, c'était compliqué. Et quand on a commencé à partir à l'église, on a commencé à connaître le Seigneur. Et quand on s'est baptisé, le pasteur prêchait souvent, non, il y a certaines alliances, et puis il y a certains trucs, les réclamations par exemple. Les réclamations, ça réclamation, c'est à travers le sang, quoi. Quand tu as du sang, du sang de telle famille, s'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites, ça va t'atteindre, et tout ça, quoi. Donc les réclamations étaient derrière nous. On t'appelle, tu as du sang. C'est ça, on t'appelle, tu regardes. On t'appelle, tu entends, tu vois tout ce qu'on a prévu que tu dois voir. Donc c'était compliqué pour nous. Quand on a accepté le Seigneur, on s'est baptisé. DMG, c'est là où on avait arrêté de voir tout ça, là. On avait arrêté de voir tout ça, d'entendre les voix là. C'est là où on avait arrêté. Et elle aussi, de son côté, elle disait que quand elle avait accepté le Seigneur, elle s'est baptisée. Elle aussi, elle avait arrêté de voir tout ça. C'était derrière elle, tout ça, elle ne voyait plus, elle n'entendait plus les voix. Donc, vraiment, c'est Dieu qui nous a sauvés. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'on était vraiment dans un gouffre, que nous-mêmes, on ne connaissait pas, on n'avait même pas conscience de ça. On n'était que des enfants. On ne sait pas quel esprit était derrière nous. Parce que nous, on s'était retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être c'est quelque chose qui avait été lancé pour elle. Et comme on était là avec elle, elle qui voyait l'esprit là, nous aussi, ça nous a maintenant collés. Jusqu'à quand on grandissait là. Parce que c'est là que quand on a eu 16 ans, 17 ans là, que ça nous a quittés, ça nous a laissés. Parce que nous, quand on dormait avec la peur. Tu marches avec la peur. C'était ça nos vies. Et moi, je tombais malade tous les jours. Tous les jours, je tombais malade. J'avais une maladie grave. Une fois, j'ai failli mourir. On appelle ça comment? Avec le courant. Ça, c'était dans un chantier. Je me suis coincée quelque part. Et bon, le courant, vraiment, j'ai failli mourir. Mais je vais revenir avec une nouvelle histoire. Je vais venir raconter l'histoire là. Parce que c'est aussi une histoire qui est mystique. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé ça mystique ou pas, mais bon, moi je trouve ça mystique parce que tu entends les voix qui n'existent pas, tu vois les personnes que tu ne dois pas voir, ou bien on t'étrangle, mais en réalité, quand tu te réveilles, la personne n'est pas là et tu as les marques au cou. Moi, je trouve ça vraiment mystique. Donc, je tenais à partager cette histoire avec vous. Et merci encore. Bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas trop à quelle heure vous allez écouter. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Je viens vous raconter cette petite histoire qui m'a traumatisée jusqu'à aujourd'hui. Ça me traumatise toujours. Cette histoire, c'est dans mon village que j'ai vécu ça. J'avais l'âge de 12 ans, 13 ans. À cette époque-là, j'étais tellement petite et j'étais tellement attachée à mes parents, à mes deux parents. Je vivais
Partout où mes parents m'emmenaient, j'allais, sans hésiter. Donc, nous sommes partis, nous avons fait 2 à 3 mois dans le village de ma mère avec mon père. Donc, ma mère avait eu un petit souci sur une autre province qu'elle devait se rendre. Elle avait voyagé, donc je suis restée seule avec mon père dans ce village, le village de ma mère. On avait une tante. J'ai ma tante, vu qu'elle n'est pas décédée, elle vit toujours. J'ai ma tante qui avait un congélateur, vraiment un grand congélateur. Donc, nous, on se servait de ce congélateur. On partait souvent mettre la nourriture là-bas, dans sa maison. Vu que dans sa maison, elle avait ce congélateur-là, donc la plupart des gens du village allaient mettre la nourriture là-bas. Et chez elle, c'est tellement une grande barrière et sa maison est tellement grande. Mais ma tante-là avait perdu son papa. Elle avait perdu son papa. J'étais tellement petite, je n'avais pas vu. En fait, ma mère m'avait dit qu'elle avait perdu son papa et on avait enterré son papa juste derrière la maison. Derrière la maison de ma tante. Donc, un jour, je suis allée. Et mon père m'a dit, vu que ta mère n'est pas là, je veux que tu ailles récupérer le chassin que tu t'es déposé la fois dernière dans le congélateur de ta tante. J'ai dit à mon père, d'accord. Dès que je pars DMG, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu les nains, les petits nains là, les nains en train de marcher. Dès que je suis rentrée, je voulais allumer la lumière, je sors en courant. C'est comme si, je ne sais pas, quelque chose m'a dit, sors, je suis sortie. Et ma tante, quand je sors en courant, elle est assise sur le coussin, elle ne me demande même pas qu'est-ce qui s'est passé, rien. Et comme si ça ne suffisait pas, à un moment, je n'allais plus là-bas. J'avais dit à mon père que moi, je ne peux pas aller là-bas parce que moi, j'avais vu les nains chez elle. Mon père m'a dit, est-ce que tu sais que ta tante là, c'est une sorcière, c'est une sirène des eaux. Mais tu as pu voir ces nains-là, c'est parce que tu es encore vierge. Donc, étant vierge, ta virginité a un pouvoir. Voilà pourquoi tu vois certaines choses et ta tête est toujours ouverte. Donc, de préférence, je ne veux plus que tu ailles là-bas. Laisse-moi même, je vais aller chercher la nourriture. Mon père appelait ma mère. Puis à ma mère, qu'est-ce qui s'était passé? Et ma mère, 2 semaines après, ma mère est venue nous trouver à la maison. Elle m'a dit de ne plus jamais aller là-bas. Comme si ça ne suffisait pas, un jour, j'étais en train de marcher. J'ai quitté rendre visite à mes copines. Je vis avec mes copines. L'histoire d'enfance, on vit jusqu'à 22h, 23h chez mes copines. Donc, au moment d'aller à la maison, vu que le portail de ma tante là reste carrément ouvert. Donc, je marche. Je m'aperçois, je vois une ombre autant pour moi, une ombre vêtue de blanc, de la tête aux pieds de blanc. Et à ce moment-là, je suis hypnotisée. J'arrive plus à bouger. Je suis là. C'est comme si mon esprit a quitté mon corps. Je n'arrivais plus à rien. J'étais là, scandalisée. Voir cet homme-là en train de marcher avec des trousseaux de clés pour rentrer dans la maison de cette dernière. Et après, subitement, j'ai eu comme si j'avais une décharge électrique qui m'est sortie de nulle part. Et mon esprit est revenu. Et j'ai couru. Quand j'ai couru, je suis allée dire à maman que maman, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu le père de ma tante. Je l'ai revu. Il n'est pas mort. Ma mère ne m'a pas cru. Jusqu'à présent, ma mère ne me croit pas. Ma mère ne me croit pas. J'ai raconté cette histoire-là à mon aînée, vu que mon aînée, c'est quelqu'un qui est dans la prière. Elle prie tellement, elle prie, c'est son Dieu. Elle prie tellement. Et j'ai raconté cette histoire-là. Et elle m'a dit, ce que tu as vu, moi-même aussi, je l'ai vu. J'ai vu cet homme-là, il n'est pas mort. Il vit. Il fait des pratiques avec sa fille. Et à chaque fois, sa fille tombe enceinte. On ne sait pas où les grossesses là, des enfants, les grossesses là, elle attrape ça.
On ne sait pas. C'est tellement... Ça m'a traumatisée jusqu'à présent. J'ai 23 ans d'âge, mais ça m'a traumatisée jusqu'à présent. Même arrivé dans le village de ma mère, je pars le matin et le soir je reviens. Comme ce n'est pas assez loin de la ville, donc je pars le matin, je vais après 17h, je prends le bus, je reviens. En fait, c'était ma petite histoire. Vraiment, j'ai tenu à vous la partager parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et c'est maintenant que je me rends compte que cette histoire de virginité-là a un sacré pouvoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Coucou DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, je te suis depuis un moment, depuis que je suis en classe de terminale. Maintenant, j'ai eu mon bac. Bon, j'ai une histoire qui me concerne à te raconter. Genre, ça concerne ma famille, quoi. En fait, mon papa, il s'est séparé de ma maman. Ça fait déjà 14 ans. Mais ça fait 4 ans déjà. Cette histoire-là s'est passée. Je pense que j'étais en 3e ou en 4e, je ne sais pas, un truc comme ça. La cousine de la femme de mon papa est décédée malheureusement. Que je te raconte d'abord comment ça s'est passé. Une jeune femme de 33 ans, je vais l'appeler X. En fait, elle était fiancée avec un gars et bientôt il devait se marier, quoi. Elle était fiancée avec un gars. Genre, la femme de mon papa, elle a commencé à boire un truc qu'on appelle les algues. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça, les algues. Genre, apparemment, ça fait maigrir. C'est bon pour la santé, un truc comme ça, quoi. Elle a commencé à boire ça. Après, un jour, quand elle rentrait du travail, X, genre la cousine de la femme de mon papa, quand elle rentrait du travail, elle a fait l'accident, genre la moto l'a cognée. La moto l'a cognée, là, elle n'avait rien. Seulement des petites égratignures, quoi. On l'a amenée à l'hôpital, genre non, tout allait bien. Après, une semaine après, elle a commencé à devenir folle. Genre, elle délirait. Genre, elle racontait des bêtises, machin, elle est tombée malade. Jusqu'à elle a fait un voice à leur tante. Genre, la tante de la femme de mon papa l'a pour dire que vraiment, ce sont les algues que Y, genre la femme de mon papa, la bois qui m'a rendu malade comme ça parce que je me sentais pas très bien. Ce sont les algues là, arrêtez de boire ça. Après, on l'a amenée à l'hôpital général de Douala. Elle était déjà folle. Genre, elle s'était déshabillée et son fiancé était là. Son fiancé pouvait perdre la tête parce que bientôt ils allaient se marier. Et du jour au lendemain, elle est morte. Comme ça. Bon, après ça, on l'a enterrée. On a fait les rituels, quoi. On n'a pas fait les rituels en tant que tel, genre. Le jour, on l'a amenée à la morgue, tout et tout. Le jour de l'enterrement, je me rappelle, moi, j'ai dit que je ne vois pas le corps parce que j'étais encore très petite et c'était un truc que je voulais pas. Pas que j'étais très petite, mais j'avais peur de ça. J'ai dit que moi, je ne veux pas voir son corps, machin. Ma grande sœur, mon frère, mes frères, ils sont y allés, ils ont vu le corps. Quelques semaines après, on rentre sur Douala parce que l'enterrement était sur Kribi. Et parce que la femme de mon papa, elle est chrétienne, donc la famille était à Kribi. On rentre sur Douala, on commence à fréquenter. Il y a une autre cousine de la femme de mon papa qui appelle pour dire que aïe, j'ai fait un rêve de X, comment elle était habillée. Genre, elle a commencé à décrire la robe qu'elle avait le jour de son enterrement. Pourtant, elle n'était pas là. Exactement, la mère de la cousine de la femme de mon papa là, a validé que ouais, c'est comme ça qu'elle était. Elle était maquillée comme ça, elle était comme ça. Ça a effrayé tout le monde. Genre, elle a vu un rêve. Après, quelques semaines après, ma grande sœur a commencé à rêver. Ma grande sœur fait un premier rêve. Genre, elle rêve. Genre,
quand le corbillard est en train de l'amener, où on a enterré Mia. À un moment donné, ma soeur s'est retrouvée dans un panier dans le rêve, ce qu'elle explique. Elle s'est retrouvée dans un panier. Ma soeur dit que, mais vous m'amenez où? Vous m'amenez où? Elle ne comprend pas. C'est là qu'elle voit X, genre la cousine qui est morte là, de la femme de mon papa. Elle voit X. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle tourne la tête à gauche. Genre, je ne te gère pas, quoi. Ma soeur se réveille. Ma soeur garde le rêve et vient dire à ma maman ici. Parce que mon père et ma maman n'habitaient pas ensemble. Genre, ils étaient dans des quartiers différents. Après ça, elle dit qu'elle fait un autre rêve. Où elle a vu la cousine de la femme de mon papa là. Dans un supermarché. Toujours ma grande soeur, hein. Dans un supermarché. Genre, elle l'a vue avec la femme de mon papa. Elle demande que, mais X, où est-ce que tu pars avec maman? Tu pars où avec maman? Elle n'est pas morte. Qu'est-ce que toi tu fais ici? C'est là que la cousine de la femme de mon papa lui dit, toi, je t'ai pas demandé de parler de mes choses. Ferme ta bouche. Elle embarque la femme de mon papa dans une voiture. Ils partent. Elle commence à crier que maman descend, maman descend, maman descend. C'est là qu'elle s'est réveillée. Elle explique le premier rêve à notre marâtre, la femme de mon papa là. On néglige. Après, elle fait un troisième rêve de comment on la met dans le cercueil. Moi, je ne rêvais pas dans tout ça. Moi, je dormais. Normalement, je dormais parce que moi, je n'avais pas de problème. Parce que je suis une personne assez forte spirituellement. Donc, moi, ça ne m'atteignait pas, quoi. Elle refait un troisième rêve de comment on la met dans le cercueil. Elle tape le cercueil, elle casse le cercueil. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle voit toujours rien. Elle dit, mais elle voit toujours X. Pardon, j'ai déjà dit le nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après ça, elle se réveille. Elle redit encore le rêve. Elle fait encore un quatrième rêve où on était dans la chambre. Genre parce que je dormais avec ma grande soeur, on était à deux. On dormait sur le même lit, un très grand lit. Elle voit la cousine de la femme de mon papa là, debout devant la chambre. Genre, c'était comme la réalité. Quoi. Après, elle demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Dans la colère, les yeux de la cousine de la femme de mon papa là ont changé, c'est devenu rouge. Elle l'a porté, genre spirituellement, elle l'a porté avec un vent terrible. Ma soeur a commencé à flotter. Elle a tourné ma soeur comme ça. Ça, c'est dans le rêve. Elle a tourné ma soeur comme ça, comme le tourbillon. Tourné. J'étais au sol. Bum! C'est là que ma soeur se réveille. Moi, j'étais toujours endormie. Ma soeur va vers la chambre des parents. Elle dit, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Dis à ta soeur de me laisser. Ça, elle dit ça à la femme de mon papa. Je ne la connaissais pas. Dis à ta soeur de me laisser. Je suis fatiguée. Elle commence à pleurer. Je suis fatiguée. Dis qu'elle doit me laisser. On a commencé les prières à la maison. On a un prêtre qui s'appelle Docteur Maxime, très reconnu. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Docteur Maxime, il a commencé à prier. Après ça, la femme de mon papa a fait aussi un rêve où elle était couchée dans la baignoire. Genre l'eau montait. Elle était en train de se laver. L'eau montait. Après, elle s'est effrayée. Elle est sortie de la baignoire. Elle est partie dans la chambre pour voir. Elle voit sa soeur assise sur son lit. Sa soeur aussi la porte avec le tourbillon. La tourne. Après, elle la jette aussi sur le lit. Elle s'est réveillée en pleurant, la femme de mon papa. Elle commence à pleurer. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre la prière au sérieux. On a prié, versé les huiles d'onction, prié, demander le feu du Saint-Esprit autour de la maison parce que apparemment on avait tué la fille. Parce que le jour du deuil, leur oncle, genre le chef de la famille, leur oncle, il a déclaré que c'est la têtutesse qui l'a tué. Je ne comprenais pas. La têtutesse comment? Genre la têtutesse parce qu'elle voulait se marier avec un gars que toute la famille n'avait pas validé. Tu vois, non?
que toute la famille n'avait pas validé. Donc, son oncle a déclaré que c'est la têtutesse qui l'a tué. C'est pour dire quoi? Quand on l'a tué, parce qu'on ne comprend pas comment une fille qui était simple, qui n'était même pas malade, est morte bizarrement comme ça. Mais bon, après ça, ma grande soeur fait un autre rêve. On est toujours en train de dormir dans la chambre. Ma grande soeur commençait à avoir des petits cauchemars. Genre, je me rappelle un jour, on était couchés comme ça, face à face sur le lit. Genre, on venait de rentrer et qu'on était bien fatigués. Après ça, on était couchés face à face. Ma soeur a ouvert les yeux. Moi-même, j'ai ouvert les yeux. Ma soeur commence à me demander que c'est qui ici? C'est qui devant moi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici là? Ma soeur a commencé à crier. Après, elle s'est rendormie. Moi aussi, j'ai crié. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'elle a crié là, elle s'est rendormie. Je me suis levée. Papa, pardon, la peur. Je me suis levée. Je suis allée au salon. Après ça, genre, ça, c'était un exemple des rêves qu'elle faisait. Genre, les rêves qu'elle faisait régulièrement. Mais son dernier rêve, quand on avait déjà commencé des séances de prière, genre, on était dans la chambre. Ce qu'elle racontait, on était dans la chambre, on était en train de dormir. Après, elle s'est levée, toujours pendant la nuit. Elle est allée au salon. Genre, parce que donc au couloir, donné directement au salon, genre, tu pouvais voir directement les canapés, les gens qui étaient assis au salon. Elle se place devant la porte de notre chambre. Elle voit la cousine de la femme de mon papa. Effrayée. Elle dit, aïe, qu'est-ce que tu fais encore là? Mais je t'ai chassé. Elle tourne son visage vers ma soeur. Genre, maintenant, ses yeux étaient tranquilles. Ses yeux étaient comme les yeux d'une personne normale. Elle dit que ça va. Il n'y a plus de problème. Elle a disparu. C'est là que ma soeur se réveille. Après ça, on a continué les prières. Et c'est juste pour vous dire que ce monde est vraiment spirituel. Et il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Tellement prier. Moi, actuellement, je suis dans un moment que la prière est vraiment très importante. Donc, j'espère que tout le monde pourra méditer sur mon histoire et merci beaucoup de MJ. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG. Je me nomme Bamba Adama. Je suis en Côte d'Ivoire. J'aimerais expliquer mon histoire que j'ai vécue avec un de mes grands frères. Il avait un de ses amis d'enfance que les gars s'y fréquentaient. Ils étaient tous les deux pauvres. Au fur et à mesure, son ami, un jour, il est parti au Bénin et il est revenu. Un an après, il a payé 2 camions, 3 camions, il a payé des remorques. Dans ça, un jour, il a dit à mon grand frère que la misère que mon grand frère est dedans, lui peut le faire sortir dans cette misère. Mon grand frère dit, ça c'est bon. Alléluia, ça c'est bon. Il dit, bon, après toi, on va aller au Bénin. Donc mon grand frère, une semaine après, mon grand frère m'a appelé. Il me dit, de m'apprêter, moi je vais l'accompagner au Bénin. Donc moi je lui ai demandé, c'est pour aller faire quoi? Il m'a dit de ne pas avoir peur, que des venants va partir. Donc on est parti au Bénin. Avec son ami, on était 3. En allant, c'est son ami là qui était sur la direction. On est arrivé dans une ville. Maintenant, on est rentré dans un petit village. Arrivé là-bas, on a garé la voiture environ 1 kilomètre. Maintenant, moi, ils m'ont laissé dans la voiture et ils sont rentrés. Ils sont partis les deux. 1 heure du temps, 2 heures du temps. Ils ont fait au moins 5 heures du temps là-bas. Maintenant, je suis assis dans la voiture, moi je me reposais. Quelque chose est venu me dire, réveille-toi. Dès que je me suis réveillé, je vois mon grand frère, il est en train de courir en venant sans chaussures. Maintenant, il est arrivé, il me dit non, parce que lui-même, il n'avait pas la main pour rouler la voiture. Il me dit non, démarre la voiture et on rentre à Abidjan. Il dit, mais comment ça? Tu es venu pour un problème. Donc, c'est déjà résolu. Il m'a dit non, de ne pas chercher à comprendre. Donc moi j'ai démarré la voiture, j'ai tourné, j'ai pris la route de Côte d'Ivoire.
en venant, avant de sortir dans le village même d'abord, pour arriver dans la ville que nous étions, devant nous, il y a un monsieur qui est venu sur le champ. Il a apparu devant nous. Moi, j'ai freiné brusquement. C'était sur une terre rouge. J'ai freiné, le monsieur me dit, gare la voiture et dit à ce monsieur de descendre me rejoindre où il est quitté. J'étais paniqué. Donc moi, j'ai ouvert la portière, je suis descendu et je me suis enfui. Maintenant, je me suis enfui, je suis parti dans une brousse et j'étais là-bas, je les attendais. Il a ressaisi mon grand frère, ils sont repartis. Ils ont laissé la voiture là-bas. Donc moi, j'ai pris la voiture, je suis revenu dans la ville où j'étais. Soit disant, je vais venir dénoncer à la police. Maintenant, après, mon grand frère m'a appelé que devenait la voiture où la voiture était. Donc j'ai repris la voiture et je suis arrivé là-bas. Arrivé là-bas, le monsieur, on était 4. Lui, moi, son ami a eu le féticheur. Moi, je ne savais pas. C'est quand je suis parti, il a trouvé là-bas que j'ai su que c'était un féticheur. J'ai vu le monsieur, il dit à mon grand frère de faire un sacrifice. Parce qu'arrivé là-bas, ils ont pris pain blanc pour couvrir l'eau. Maintenant, ils ont donné le couteau à mon grand frère de piquer. Mais il a pris le couteau, il voulait piquer. Il a vu, c'est sa fille qui est sortie. Sa dernière fille est sortie. Et puis sa fille a parlé que papa, pourquoi tu veux faire ça? Donc il a laissé le couteau pour fuir. Donc le monsieur dit, comme tu as connu notre secret, que tu dois, il y a le totem à faire à ce que les génies là, ou bien il ne sait pas, ces fétiches là, ne puissent même pas t'atteindre. Donc on dit, il n'a qu'à payer bœuf, il n'a qu'à payer tabac, il n'a qu'à payer haricots, tout ça là, moi je suis venu payer dans la ville là pour partir avec. Maintenant bœuf là, ils ont payé bœuf là-bas pour tuer. Maintenant il a donné un médicament, il dit, on n'a qu'à tout faire, on va rentrer en Côte d'Ivoire au Dû. Là mon grand frère va se laver avec ce médicament là. Là c'est comme il sera purifié quoi. On est sorti, on a pris la voiture. Là, son ami dit, lui va, comment dire, il va rouler la voiture. Mon grand frère dit non, il faut laisser mon petit frère va rouler, on va partir. Donc j'ai pris la voiture, on venait. On est sorti net du Bénin à 5 km. Les 4 pneus de la voiture se sont explosés ensemble. Sur le champ. Donc la voiture a commencé à dandiner avec moi. Et puis Dieu, il y avait une remorque derrière moi aussi. Donc on est rentré en brousse. Dès qu'il a pu garer la voiture, le monsieur a appelé pour dire que tu vois, tu as eu la chance. Comme tu as fait les sacrifices, sinon tu allais mourir. Donc depuis on est rentré en Côte d'Ivoire, mon grand frère m'a appelé esprit tranquille. Souvent il est assis, il parle seul. Je veux que c'est pour dire ça, c'est que chacun de nous prend certains conseils dedans quoi. Parce que ça fait que mon grand frère est devenu autre chose. C'est moi je le défends aujourd'hui. Quelqu'un qui me prenait en charge. Donc affaire de Bénin, même quand on me parle d'affaire de Bénin, franchement dit, les Béninois n'ont pas m'excuser, mais ici encore en famille, c'est pas facile du tout. Donc c'était ça mon histoire. Je vous dis merci, vraiment, merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. J'espère que vous allez bien. Likez, commentez, partagez. Voilà. Je voudrais un peu revenir sur les histoires de tonton Alex. Il y a un monsieur qui raconte souvent des histoires mystiques par rapport à l'eau, aux esprits des eaux. Je ne viens nullement contester tout ce qu'il dit, pas du tout. Mais sauf que moi, j'ai une expérience assez différente par rapport à ces esprits des eaux-là. Voilà, moi je raconte mon histoire. Je ne conteste pas. Je sais que ces esprits-là existent. Donc, avant que je ne sois chrétienne, en fait, de toute mon enfance, il ne m'arrivait pas un jour sans faire un rêve que je suis dans l'eau. Je passais mon temps dans l'eau. Jusqu'à un certain âge, je me demandais même est-ce que je n'étais pas une sirène. Je demandais tout le temps à ma mère, mais je ne comprends pas, je suis tout le temps dans l'eau et j'arrive à respirer dans l'eau. Il y a une autre vie là-bas, il y a un autre monde dans l'eau. Et c'est comme ça qu'elle m'avait expliqué que non.
Nous, on a le totem des Mami Wata. On est des côtiers, en fait. On a des totems de Mami Wata. Donc, c'est tout à fait normal. Toutes les femmes de la famille ont cet esprit-là. Je disais, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais dans l'eau, en fait? Je demandais souvent à mes sœurs, est-ce que vous allez dans l'eau tout le temps? Ils disaient non. Donc, du coup, je me sentais particulière. Je disais souvent à Dieu, ah Seigneur, puisque la Bible nous dit qu'il y a eu des anges déchus, Seigneur, peut-être que je fais partie de ces personnes-là qui ont été déchues, qui sont allées dans l'eau. Et puis bon, comme les dessins animés de Marina et tout, on voit souvent les films des sirènes, comment certaines sirènes veulent devenir humaines et venir sur la terre. C'est comme ça que je me disais que peut-être que j'ai fait un vœu, que je voulais devenir humaine, je suis venue vivre sur la terre, mais je suis tout le temps dans l'eau, je suis constamment dans l'eau. Et ma mère m'a dit, arrête de te préoccuper, c'est tout à fait normal. On a le totem des sirènes des eaux. Sauf que quand moi, je rencontre Christ, que j'accepte Christ dans ma vie, tout change. Parce que le baptême se fait dans l'eau. Donc, lorsqu'on m'a immergé dans les eaux du baptême, c'est comme si quelque chose était resté à l'intérieur et c'était une nouvelle créature. Mais vraiment, comme la Bible dit, vous devenez une nouvelle créature. Je ne suis plus jamais retournée dans l'eau. Et il y a eu beaucoup de changements parce que la marche avec Christ, c'est pas petite affaire en fait. Ça veut dire que quand tu acceptes Christ, tu as accepté de porter ta croix. Il y a beaucoup de choses que je ne voyais plus dans ma vie. Beaucoup de choses me sont arrivées parce qu'il fallait que je me sépare de ces entités-là. Moi, en tout cas moi dans ma famille, il y a cette entité de l'esprit des eaux qui s'est manifestée plusieurs fois dans la vie de mes tantes, dans la vie de ma mère. Ces histoires-là, on me les montre comme ça de visu aujourd'hui parce que je suis en Christ. Il y a des choses que je vois avec mes yeux, je sais que non. Ah, c'est un esprit des eaux. Ah, c'est la manifestation. Et il y a des gens qui ne renoncent pas. Comme le tonton Alex raconte, il y a des gens qui aiment baptiser avec ces esprits-là. Mais moi, je prends le cas de ma famille, par exemple. Je ne vois pas ce que ces esprits-là ont apporté dans la vie de mes tantes, par exemple, parce que ça agit beaucoup plus dans la vie des femmes. Je n'ai pas vu, parce qu'elles ont des problèmes. Peut-être que mystiquement, peut-être spirituellement, quand elles sont dans ce monde-là, elles sont bien. Mais physiquement, dans ce monde, leur vie est déplorable. Parce que cet esprit des eaux-là, c'est un esprit, par exemple, moi, aujourd'hui, je peux dire que cet esprit-là, quand on m'a peut-être consacré à la sirène des eaux à l'époque, par mes parents, c'était en fait, à l'époque, c'était pour que, comme ma mère disait, j'étais l'étendard de la famille. Tu vois, j'étais l'étendard de la famille. Il fallait que je n'attirais vers moi que des gens qui avaient de l'argent et tout. Ça veut dire que même les amis, c'était toujours les enfants de tel, d'un tel, d'un tel. Mon monde était couronné que de ça. Et ça faisait que l'orgueil, le mépris, tu vois, il y avait toutes ces dénominations-là dans moi. Mais quand j'ai rencontré Christ, tout ça là, c'est parti. Le but, c'était quoi quand on te consacre à ces esprits des eaux? C'est que tu vas apporter, tu sacrifies une partie de ta vie parce que je n'étais pas appelée à avoir des enfants. Je n'étais pas appelée à me marier. C'était juste que je devais rencontrer que des grands gens. Depuis que je ne rencontre que ça, des grands gens. Les gens vont m'aimer facilement, comme ça, pour rien, comme ça. Et puis bon, le truc c'était que je devais sortir avec les gens et puis venir régler les problèmes des gens dans la famille en fait. Heureusement que Jésus m'a sauvée. Heureusement que Jésus m'a sauvée. Donc les histoires de tonton Alex, ce n'est pas des histoires qui sont fausses. Hein. Mais ça dépend du choix des vies que les gens ont choisies, la route que les gens ont choisi de faire. Moi, cette vie-là, cette route-là, je ne pense pas que cette route-là nous emmène au ciel. Non. Parce que tu vas aller dans les sirènes, tu vas coucher avec les hommes, tu vas faire des sacrifices, tu vas faire ci, tu vas faire ça, au détriment de la vie d'une autre personne. Je dis quand même non. Vraiment, j'écoute beaucoup ces histoires. J'étais souvent sceptique, j'écoutais. Je sais que ce sont des histoires vraies. Mais est-ce que la volonté de Dieu est dans ces histoires-là et avec ces entités? C'est vrai que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais dans ce monde, il y a le bien et le mal. Donc,
aller partiser avec les esprits des eaux. C'est pourquoi en fait? C'est pour quel but? Parce qu'après, on te donne même encore un mari. Parce que lui-même, il avait raconté une histoire qu'il y a une femme qui avait dit que non, il l'a aimé, elle veut être sa femme et tout, sa troisième femme. Donc, est-ce que Dieu est dedans en fait? Ça dépend des choix. Il y a des gens qui font ce genre de choix que non, moi je veux vivre comme ça parce que j'aime bien ce que les esprits là me donnent. Mais je vous jure que moi, depuis que j'ai rencontré Christ, Christ a fait des merveilles dans ma vie, des miracles dans ma vie qui dépassent les miracles des autres esprits là. Parce que l'esprit au-dessus de tous les esprits, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit au-dessus de tous les esprits, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est le meilleur esprit à avoir, le Saint-Esprit quand tu l'as. Je sais de quoi je parle, cette entité marine là est dans ma famille, dans la vie de mes mères là, dans la vie des femmes là. C'est un truc qu'on adore un peu dans ma famille avec mes mamans, parce que c'est une entité qui n'agit que dans la vie des femmes dans ma famille. Et ils ont des rituels qu'ils font souvent chaque année. Et je crois il y a quelques années au Gabon, ils se sont retrouvés au Cap pour faire ce rituel-là. Les gens sont venus du Cameroun. Ça veut dire que dans tous les pays, les côtiers là, ils se sont retrouvés au Cap là. Mes tantes là sont parties. Sont partis à ce rituel-là parce que les esprits des autres devaient se mouvoir, sortir et tout. C'est une danse, c'est un truc, je ne sais même pas comment on appelle ça. J'ai oublié seulement le nom. En fait, c'était juste pour dire que, pas pour contester, hein, parce que la plateforme de DMG, c'est pour raconter les histoires mystiques. Et ce que tonton Alex raconte là, sur le mysticisme, tout ce qui se passe avec les esprits des autres, c'est vrai. C'est pas faux. Moi, c'est des choses que j'ai vécues, j'ai entendu mes tantes, mes mamans raconter ça. Que c'est un truc de la famille. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est le chemin à suivre? Tonton Alex, je n'ai rien contre tes histoires. Mais est-ce que c'est le chemin à suivre? Est-ce que c'est le chemin qui nous emmène vers Dieu? Parce que nous sommes sur cette terre-là, nous sommes en pèlerinage. On nous a envoyés en mission pour rétablir l'ordre des choses. Est-ce que tu vois? Jésus a porté sa croix. Jésus lui-même a laissé son trône. Il est venu, il a porté sa croix sur la terre. Et c'est comme ça que nous devons aussi porter notre croix. Est-ce que le but, c'est de nous satisfaire des plaisirs de ce monde? Ou bien d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus? Voilà un peu. Donc, c'est pas tant une histoire mystique, mais ça parle aussi de mysticisme. Donc, dans les commentaires, s'il vous plaît, faites un peu doucement. Donc, chacun apporte un peu sa manière de percevoir les choses. C'est un partage. Donc, ne me lapidez pas un peu, ne me lapidez pas dans ma manière d'avoir évoqué ce que je suis en train de raconter là. Alors, dans les commentaires, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour la famille DMG, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça fait 1 an que je suis l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager la mienne, de partager ce qui m'est arrivé lors de mes vacances dans mon pays. Alors, en novembre dernier, j'ai décidé de partir dans mon pays, que je vais taire le nom. Avant de partir, il faut savoir que ça fait des années que je cherche à avoir un passeport, à faire mon passeport et j'arrive pas. Et je suis allée dans mon ambassade, donc ils m'ont fait un laissez-passer et je suis partie. Quand je suis arrivée, je suis allée directement faire les démarches pour mon passeport. Comme à l'habitude, quand je pars, j'arrive pas à avoir mon passeport. Je fais un laissez-passer, je rentre en Europe. C'est ce que je fais depuis 2014. Donc dans ma tête, je dis, je vais partir, je vais faire le passeport. Et si ça ne marche pas, je vais toujours aller faire mon laissez-passer et retourner en Europe. C'est ce que j'avais dans ma tête. Donc je suis allée voir un monsieur, j'ai fait les démarches et tout.
Et puis bon, pour moi, il me dit oui, en ce moment, il y a des soucis et tout, les passeports, ça va prendre du temps. Je dis, monsieur, c'est pas grave, comme d'habitude, si ça marche pas, je prends un laissez-passer, je rentre en Europe. J'ai dit ok. Et puis me voilà, j'ai passé un très bon moment avec la famille et tout. Et 2 semaines plus tard, mon copain il me dit, il faut aller à l'aéroport, demander l'histoire de laisser passer parce qu'il y a tellement de choses qui changent dans le pays et beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Il faut savoir que je suis allée dans mon ambassade, j'ai demandé, je dis, est-ce que au retour, je peux toujours demander un laisser-passer au pays avant de rentrer? Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours prendre un laisser-passer là-bas. Donc, c'est ce que dans ma tête, il me dit, non, le pays change beaucoup, il faut aller. Donc, je suis allée voir le commissaire à l'aéroport. Je dis, ah voilà, dans 2 semaines, je retourne en Europe et voilà, je suis venue faire les passeports, mais je pense que ça va traîner. Mais est-ce que ça sera possible de prendre un laissez-passer? Il me dit, non, on ne fait plus de laissez-passer. Je dis, bah, je fais comment pour entrer? Il me dit, en ce moment, le passeport a un problème et tout, il faut attendre jusqu'à nouvel ordre. Je dis, mais nouvel ordre, là, c'est quand? Il me dit, il ne sait pas. Donc, je suis rentrée, j'en ai parlé à mon copain, on est parti voir le monsieur qui suivait le passeport. Vous savez, les choses du pays, là, il faut toujours mettre de l'argent, il faut toujours ci, il faut toujours ça. Donc, je suis allée revoir le monsieur, il me dit, non, on n'a pas de souci et tout, vu qu'il reste 2 semaines, je vais vous faire tout ça. Donc, ok, mon copain, il a donné encore un peu d'argent. Le monsieur est parti faire les affaires. On l'a attendu 2 semaines, on l'a attendu, pas de passeport. Donc, un samedi, je devais prendre l'avion. Jeudi matin, on l'a appelé le monsieur. Il a dit, oui, vous aurez le passeport vendredi. On a attendu. Vendredi, on l'a appelé. Vendredi, on l'a appelé. Toute la matinée, monsieur ne décroche pas. On s'est déplacé. Je suis allée dans son bureau. Il n'est pas là. J'ai attendu. Je l'appelle. Le téléphone ne passe plus. J'ai appelé à gauche, à droite. Le téléphone ne passe plus. J'ai appelé ma soeur qui connaît, vous savez, le truc du pays où tu connais le ministre, tu connais ci, tu connais ça. J'appelle. Le téléphone ne passe plus. Ah, rien ne marche. Le monsieur me dit non, il ne peut plus. Il ne sait pas, il a été voir le DG, mais il ne sait pas pourquoi rien ne marche. Après, mon copain me dit, ton affaire là, il faut savoir que 1 semaine avant mon voyage, je commençais à avoir mal au cœur. Donc, avant de dormir, je mets le glaçon sur le cœur pour dormir parce que j'ai tellement mal. Et puis après, arrivé à mon voyage, on a appelé tout le monde, ça ne marche pas. Mon copain, il me dit, non, il faut qu'on appelle un homme de Dieu. Donc, on a appelé un homme de Dieu et il a dit qu'il ne va plus travailler, il va rentrer à la maison avec moi. Donc, on est rentré à la maison. L'homme de Dieu est arrivé, on a commencé à prier. Lorsqu'il a commencé à prier, il a mis la main sur moi. Je suis tombée en transe. Donc il a commencé à prier, il a demandé à mes soeurs de prier. Il a prié, il a dit, l'homme de Dieu, il a dit, elle-même, elle va sortir le nom des gens qui voulaient lui faire du mal. Donc on a commencé à prier, ma famille a commencé à prier, tout le monde a prié. Et je sais, il a mis l'huile d'onction sur ma bouche et j'ai commencé à citer les noms. J'ai cité le nom de mes tantes maternelles du côté de mon papa et du côté de ma maman. Je dis tel nom, c'est telle dame qui m'a envoûté, telle dame qui voulait me tuer. J'ai dit leur nom et il faut savoir que j'ai pris leur voix pour parler et tout ça, je savais même pas. Et j'ai pris leur voix pour parler. Je dis oui. Ça fait 8 ans, et c'est une de mes tantes qui dit oui, c'est depuis l'âge de 8 ans que j'ai commencé à l'envoûter et tout, parce qu'elle a une bonne étoile, mais vraiment, on n'arrive pas, on ne sait pas pourquoi et comment elle a fait pour arriver là.
On a tellement fait pour la détruire, mais on n'arrive pas. Elle a travaillé bien à l'école, elle a été bien avec ses sœurs, jusqu'à elle a quitté même le pays, elle est partie en Europe, elle a même eu un enfant. Il faut savoir que j'ai toujours mal au ventre, j'ai une sorte de règle douloureuse. Donc, ils disent qu'il y a une de mes tantes qui dit, oui, c'est moi. Tout le temps, j'ai appuyé sur son ventre pour ne pas qu'elle ait d'enfant. Mais elle ne comprend pas pourquoi j'ai un enfant. Mais donc, donc j'ai une fille, elle a 11 ans. Donc, depuis jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas d'enfant. Je ne peux pas avoir d'enfant parce que j'ai tellement mal au ventre. Donc, ma tante me dit, oui, c'est moi qui est à l'origine de ça. Et puis l'autre qui a dit, elle a toujours mal aux yeux, c'est moi aussi qui est à l'origine de ça. Et le problème de son cœur aussi, c'est moi qui ai pris son cœur. Et le pasteur lui a dit, où est-ce que vous avez mis son cœur? Non, on a mis sur un arbre. Mais pourquoi faire? Non, pour la tuer. Et pour son passeport, ils ont dit, oui, c'est nous qui avons pris les papiers de son passeport. On ne voulait pas qu'elle rentre en Europe. On ne voulait pas qu'elle retourne parce que, vu que apparemment ils font un truc de, je ne sais pas comment ils font, donc à tour de rôle, chacun donne un membre de sa famille. Donc cette année, apparemment, il y a une de mes tantes, c'est moi qu'elle voulait sacrifier. C'est pour ça que je suis partie là-bas. Elle a dit oui, c'est une bonne occasion pour me tuer, en fait, pour m'offrir en sacrifice. Donc c'est elle, depuis toutes ces années, qui voulait prendre mon âme, mais elle n'arrive pas. Elle ne peut pas venir en Europe. Elle a dit qu'elle est venue plusieurs fois pour me prendre mon âme, mais elle n'arrive pas. Sauf qu'elle m'attend toujours en Afrique quand j'arrive en vacances. Et c'est elle qui crée toujours le problème de passeport pour que je rate mon vol comme ça. Elle continue, mais elle n'arrive pas. Elle a dit oui, pour le passeport, c'est moi. Après, le pasteur lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec le papier? Nous, on a brûlé, donc elle n'a plus de passeport. Cette année, on a vraiment décidé, elle va rester dans le pays, on va la tuer. Et le pasteur lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Oui, mais parce que si on la laisse, elle va soutenir sa famille et tout. Et le pasteur leur a demandé, est-ce que vous n'avez pas d'enfants? Oui, on a des enfants, mais cet enfant-là. Et de toutes les façons, c'est parce que ma mère a été tuée. De toutes les façons, c'est nous qui avons tué sa maman parce que sa maman est tellement trop fière d'elle. Du coup, on a décidé de tuer sa maman. Donc voilà l'histoire et tout. Donc le pasteur, il a prié. Et puis bon, voilà, je me suis réveillée. Et le lendemain, je suis retournée au truc du passeport. Le matin, je suis retournée là-bas. Et effectivement, il n'y a plus de papier. Le reçu du passeport a disparu. Le monsieur, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est moi qui ai mis le reçu du passeport dans le bureau du directeur de l'immigration. Comment ça se fait que ça a disparu? Le monsieur me regarde et me dit, madame, votre histoire là, c'était tellement mystique parce que moi déjà, je sais, et le papier a disparu. Et heureusement qu'il y a le souche du reçu. Et c'est avec ça, vu que c'est samedi. Donc, j'ai raté mon vol. Et le lundi matin, avec le reçu, avant de me donner le reçu, donc j'ai été voir le pasteur, on a prié. Et puis avec le reçu, il a été voir le directeur. Ils ont expliqué mon cas. Et puis, voilà, par la grâce de Dieu, ils ont fait tout leur possible et tout. Donc, finalement, le passeport est sorti et puis j'ai pris mon vol, je suis partie et Dieu merci, je suis bien rentrée chez moi, tout s'est bien passé. La morale de l'histoire, c'est pour dire qu'il faut vraiment prier, il faut faire confiance en Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, je ne sais pas si je serais encore en vie aujourd'hui. Et voilà, là j'ai appris aussi que une de mes tantes qui voulait me tuer, là, elle est très 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 malade en ce moment. Elle ne voit plus, elle ne marche plus. Depuis mon départ, là, depuis que je suis rentrée en Europe, elle ne voit plus, elle est paralysée.
Donc, il y a un de ses enfants qui a appelé ma soeur pour dire que, voilà. Je dis à ma soeur de ne rien donner, de les laisser comme ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis là, je suis debout, je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, voilà pour tout. Merci à tout le monde. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.